bordure extérieure, Maegito, entre 100 et 200 ans avant la bataille de Yavin. Ego Damask est un Moon, fils de Kar Damask, un employé moyen du clan bancaire et d'une inconnue dont on sait uniquement d'elle qu'elle était sensible à la force et qu'elle a volontairement été mise en contact avec son futur amant par le vicieux Rugesnom, un bis réputé pour ses fabuleux vaisseaux, qui est également connu sous son alias Sith de Dark Tenebrous. Contrairement à ses pairs, l'éducation du jeune Moon est tout à fait singulière. Sa mère prête une attention particulière à chacune de ses interactions avec ses congénères et l'encourage à lui partager la moindre de ses pensées. Il ne lui faut pas longtemps pour comprendre que son enfant est également sensible à la force et qu'il utilise ses pouvoirs pour manipuler les émotions de ses camarades de jeu. Malheureusement, un drame finit par arriver lorsque Ego décide de pousser l'un de ses compagnons à se défenestrer. Dès lors, sa mère lui interdit de montrer ses pouvoirs en attendant qu'il reçoive la visite très attendue de Dark Tenebrous. Et lorsque celle-ci intervient, le bis offre au père ce qu'il lui avait promis, à savoir une place de premier plan au sein du clan bancaire, et la mère, quant à elle, disparaît mystérieusement. Ego, de son côté, quitte les lieux en compagnie de son nouveau maître afin de poursuivre son apprentissage et de découvrir la voie des Sith. Vont ainsi s'écouler de très nombreuses années au cours desquelles le jeune Moon allait prendre le nom Sith de Dark Plagueis et entamer un périlleux voyage dans les voies du côté obscur, explorant des mondes reculés et participant à d'étranges rituels qui ne feraient qu'accroître sa puissance, lui permettant ainsi de poursuivre le vaste plan orchestré par Darkbane il y a près d'un millénaire de cela. C'est ainsi que Plagueis est amené à poursuivre un curieux événement, les rassemblements de Sojourn, des festivités où étaient conviés les êtres les plus influents de la galaxie, qui pouvaient dès lors se livrer à d'étranges rituels ou à de la simple débauche. Mais sous l'impulsion du jeune Sith, ces cérémonies seraient surtout destinées à renforcer leur lien avec les personnalités publiques influentes dans le cadre de l'avancement du grand plan des Sith, en s'assurant de la loyauté de l'élite de la galaxie. Curieusement, Tenebrous n'a jamais vraiment participé à l'apprentissage de son élève, se contentant d'envoyer celui-ci réaliser des missions de faible importance. Cependant, il ne pouvait pas passer outre le talent incroyable et inné de son élève quant à la manipulation des midi-chloriens, une voie dans laquelle il l'a grandement encouragé. Dès lors, Plagueis n'a pas eu d'autre choix que d'apprendre l'essentiel de la voie des Sith par lui-même. Un inconvénient au premier abord, mais également un avantage lorsque l'heure de l'inévitable confrontation finirait par arriver, car le maître ignorerait tout du niveau de compétence réel de son élève. C'est également en l'an 67 avant la bataille de Yavin que Plagueis encourage la Fédération du Commerce à accepter l'accord d'extension des zones de libre-échange dans la bordure extérieure, quelque chose qui serait susceptible de faire perdre son monopole à la société qui se retrouverait irrémédiablement en concurrence avec d'autres corporations. Mais en échange de cela, la Fédération disposerait désormais d'une voix à part entière au sein du Sénat galactique. Quelque temps plus tard, les deux Sith furent informés de l'existence d'un immense gisement de Cortosis sur la planète Baldemnik. Le Cortosis étant un métal capable de mettre en difficulté les sabres laser, il était obligatoire pour les Sith de veiller à s'en procurer. Ils se rendirent donc sur place pour étudier ce filon, et Tenebrous y voyait déjà là le véritable aboutissement de la règle des deux. Lui et son élève étaient désormais au fond d'une mine, un endroit tout à fait similaire à celui où le seigneur Darkbane avait pu débuter son long voyage des années plus tôt. Malheureusement, les choses tournent mal. Une explosion se produit au sein de la mine, et alors qu'ils se ruent vers leur vaisseau, Plagueis est curieux de ressentir ce qui semble être de l'angoisse dans l'esprit de son maître. Et alors que ce dernier parvient à protéger le vaisseau d'un éboulement, le Moon sent comme un appel de la force. Il est l'heure. Il doit revendiquer sa nouvelle place au sein de l'ordre Sith. Et il trahit son maître
d'une façon si rapide et brutale que même ce dernier n'a le temps de comprendre ce qui lui est arrivé. Cela fait, Plagueis se précipite auprès du corps agonisant de son maître qui lui confie le rôle du maître qui lui revient de droit. Mais en réalisant que celui-ci est derrière l'accident qui l'a touché, et par là même que leur vaisseau est détruit à cause de son imprudence, Ténébrous enrage de voir que son élève a à ce point failli et a condamné les Sith. Mais Plagueis ne l'entend pas de cette oreille. Il est persuadé d'être l'aboutissement de la règle des deux, et rien, ni personne, ne pourrait l'en empêcher. Quel dommage qu'il n'ait pris soin de garder en mémoire les derniers mots de Ténébrous qui l'enjoignaient à ne jamais se croire tout-puissant, car agir ainsi ne pourrait les conduire qu'à la catastrophe. Quoi qu'il en soit, le Moon brise le cou de son maître et avant que la vie ne s'échappe complètement de son corps, Plagueis prend le temps d'analyser le comportement des midi-chloriens car il pouvait désormais comprendre leurs actions. Mais un jour, il en était persuadé, il serait en mesure de les manipuler. À noter tout de même qu'à une époque lointaine, un apprenti à cet instant précis aurait par-dessus tout cherché à se prémunir d'un éventuel transfert d'essence, le maître essayant régulièrement de prendre possession du corps de son élève, comme Bane avait tenté de le faire avec Zana. Mais cette technique avait été perdue depuis des générations. Plagueis doit désormais œuvrer seul, et sa première mission consiste logiquement à trouver un moyen de quitter cette planète. Ce qu'il parvient à faire en s'emparant d'un navire de contrebandiers qui lui permet de retrouver ses nombreux soutiens sur Sojourn et de résoudre tout un tas de problèmes lui permettant au passage d'avancer ses propres pions sur l'échiquier galactique. Mais au terme de leur réunion, les gardes du soleil de Plagueis l'avertissent qu'un intrus s'est introduit sur leur territoire. Ni une ni deux, le Moon s'élance à sa poursuite, bien conscient de la sensibilité à la force de l'individu. C'est alors qu'il a la surprise de tomber sur un autre utilisateur du côté obscur, un être qui se présente sous le nom de Dark Venamis. Très vite, le nouveau seigneur noir des Sith comprend qu'il fait face à un autre apprenti formé par Ténébrous, et pire encore, que celui-ci a été initié à une forme de combat spécialement conçue pour poser problème à Plagueis. Mais après quelques échanges de coups, le bis est vaincu et tombe à genoux avant de proposer au Moon de devenir son nouvel élève. Une offre qui aurait pu certes s'avérer alléchante, car il n'aurait ainsi pas eu besoin de perdre du temps pour se trouver un nouvel élève. Mais Plagueis se voyait déjà comme le point final de la règle des deux. Il n'avait donc que faire d'un apprenti. Mais Venamis pourrait tout de même s'avérer utile pour ses autres plans. Il lui ordonne donc d'avaler un poison, ce qui devrait le plonger dans un profond coma. Le bis désarmé n'a pas d'autre choix que d'obéir. Quelque temps plus tard, c'est la petite mais florissante planète Naboo de la bordure médiane qui éveille toutes les convoitises. Alors en pleine période électorale, la question se pose de savoir si les électeurs vont choisir le camp des conservateurs qui souhaitent préserver la planète du commerce galactique ou celui des isolationnistes, autrement dit des libéraux qui souhaitent ouvrir leur planète au commerce extérieur et notamment aux très grandes corporations qui pourraient vouloir s'implanter afin de mettre la main sur d'importantes ressources. C'est logiquement cette faction, à travers son candidat, un dénommé Bon Tapalo, et de son associé Ars Veruna, que Damas Holdings décide de soutenir. Et c'est également le cas de la Fédération du Commerce, que Plagueis force à investir afin de bâtir un statioport qui leur permettrait à terme de faire circuler tous leurs navires de transport de marchandises. Mais face à eux, ils avaient un candidat conservateur fermement soutenu par l'électorat royaliste et traditionnaliste, dont un certain Kosinga Palpatine. Mais assez curieusement, il arrive rapidement aux oreilles de Plagueis que le camp de Tapalo a pu bénéficier d'un soutien de dernière minute qui leur aurait fourni des informations précieuses à propos des conservateurs. Et cet agent double n'est nul autre qu'un jeune étudiant d'à peine 17 ans qui se fait sobrement appeler Palpatine, nom de sa famille. Après avoir organisé une première rencontre afin d'en apprendre plus à son sujet,
Il découvre dès lors un brillant garçon, passionné de politique, bien qu'il se refuse encore à le reconnaître pleinement, mais il a déjà de grandes idées pour son monde natal qu'il espère voir s'ouvrir au reste de la communauté galactique. De plus, cela fait des années qu'il est en conflit direct avec son paternel, Kosinga, et que leur relation n'est pas au beau fixe. Abasourdi par cette rencontre inattendue, Plagueis reste particulièrement troublé par ce jeune homme qui l'a littéralement épaté. Ambitieux, intelligent et motivé, il avait de nombreuses qualités qui pourraient lui être utiles à un moment donné, si bien que dans les jours qui suivent, l'idée de faire de lui un éventuel chancelier suprême de la République vient à l'esprit de Plagueis. Mais il y aurait énormément de travail à réaliser avant d'en arriver à cette étape. Et la première consistait logiquement à emmener Palpatine dans son sillon. Il rend donc de nouveau visite au jeune homme pour l'avertir que son paternel refuse leur amitié, ce qui met en rage l'étudiant, au point que Plagueis lui-même en soit surpris. Dès lors, le Seigneur Noir lui propose de conclure une sorte de nouveau partenariat, à la seule condition qu'il se libère enfin de toutes ses chaînes. Et après lui avoir raconté une astucieuse histoire quelque peu arrangée par ses soins dans laquelle il se serait brillamment débarrassé de sa belle famille, Plagueis fait bien comprendre à son futur élève qu'il doit lui aussi s'émanciper de sa famille. Dès lors, la confrontation entre le père et le fils devenait inévitable. Et au cours de leur prochaine rencontre sur le navire familial, la tragédie se produit enfin. Une dispute éclate, au cours de laquelle Palpatine se libère de toutes ses chaînes. Il commence par assassiner son propre père, avant de se débarrasser du reste de sa famille et de leur garde du corps, avant de prendre de nouveau le contact avec Plagueis pour lui assurer que l'épreuve avait été passée avec succès. La véritable nature du jeune homme pouvait enfin éclater au grand jour. Son ambition, sa vanité, son arrogance, il pouvait enfin se révéler tel qu'il était vraiment. Il était prêt désormais à rejoindre les Sith, à devenir le nouvel élève de Dark Plagueis en prenant le nom qui lui était confié par son maître, Dark Sidious. C'est ainsi que débute l'initiation aux arts Sith du jeune Palpatine. Un apprentissage qui serait particulièrement sévère, mais dont l'objectif final le méritait amplement. Plagueis était persuadé d'incarner l'aboutissement final de la règle des deux, et lui et son élève régneraient jusqu'à la fin des temps. Non pas comme maître et apprenti, mais comme des égaux. Plagueis lui apprend donc tout ce qu'il avait lui-même pu acquérir comme connaissance, et si bien évidemment l'apprentissage des voies de la force représente une part immense de son entraînement, Palpatine a également pu être éduqué à la façon dont on pouvait être amené à contrôler la galaxie grâce à son nouvel instituteur. Mais en attendant, leur plan poursuivait son chemin sur Naboo, où ils étaient parvenus à faire élire le libéral Ars Veruna comme nouveau roi. Malheureusement, tout leur plan tombe à l'eau suite à l'implication sans faille du sénateur représentant de la planète Vidar Kim, qui s'oppose nuit et jour à chacune de leurs manigances. Il devient vite évident que le sénateur pose un réel problème et qu'ils doivent y remédier. Celui-ci est donc assassiné par un tueur à gages qui se suicidera avant d'être interrogé par les Jedi. Ce qui laisse désormais une place totalement libre pour que le jeune apprenti Sith puisse faire ses premières armes au sein de la politique galactique en se faisant élire comme nouveau sénateur qui serait bien plus à même d'encourager les plans des libéraux de Naboo. C'est ensuite en l'an 52 que Plagueis est amené pour la première fois à faire la rencontre des célèbres cloneurs Kaminoan dans l'optique de produire une armée qui serait en mesure de faire face aux Jedi. Et à travers ses propres expériences, Plagueis avait estimé que le choix de l'individu à cloner aurait d'abord pu se porter sur un guerrier Yin-Chori, ces derniers étant immunisés à la force, ce qui leur donnerait un avantage certain sur les chevaliers Jedi. Cependant, comme le lui expliquera la généticienne Kosai, la nature guerrière et agressive des Yin-Chori les rendrait beaucoup trop difficiles à contrôler, et il serait donc pour ainsi dire complètement inconcevable de les faire obéir à un ordre. Cette même année,
Le Moon en profite également pour assister à une conférence donnée sur Serenno, à laquelle était également invité un petit groupe de Jedi composé de Jocasta Nu, Sifo Dyas, Dooku et de son ancien élève Qui-Gon Jinn. Bien conscient que Dooku était une véritable figure de plus en plus critique vis-à-vis de l'ordre mais également de la République au sens large, le Sith était persuadé de pouvoir s'offrir ses services si jamais Palpatine venait à échouer ou à le trahir. Et au cours d'une conversation où il est dans un premier temps pris à partie par Qui-Gon, qui estime que sa société Damask Holding ne fait que créer du désordre dans la bordure uniquement dans un but financier, il peut ensuite débattre et avertir ses deux comparses Jedi, Dooku et Sifo Dyas, que la galaxie est en proie à un nouveau conflit d'une terrible ampleur, que la République et les mondes du noyau se retrouveraient sous peu confrontés au monde de la bordure qui se serait senti lésé. Un fait indéniable que Dooku ne pouvait pas nier. Lui qui avait pu constater de ses propres yeux la corruption toujours plus présente au sein du Sénat galactique. C'est à cet instant que Plagueis a pu comprendre que pour se débarrasser des Jedi, le plus intelligent serait sûrement d'utiliser le code moral des Jedi contre eux-mêmes. Il devait les faire plonger la tête la première dans un terrible conflit où ils seraient forcés de prendre le parti du mouvement le moins légitime. La République était corrompue, tout le monde le savait. Étaient érigés en ses fervents défenseurs, alors ils étaient eux aussi corrompus. Du moins, c'est ce que le petit peuple finirait par croire. Le Jedi Sifo Dyas était lui aussi très inquiet du futur de la République. Il était littéralement sur le point de faire le pas qui le pousserait à agir contre l'avis du Conseil. Et pour ça, Plagueis devait le positionner sur le droit chemin. Il lui évoque donc le cas des cloneurs Kaminoan, qui seraient certainement en mesure de créer une armée pour la République et pour les Jedi. Car voilà l'ultime perfidie du plan qui serait mené à bien par les Sith. Une armée serait bien créée, mais non pas pour affronter frontalement les Jedi. Bien au contraire, ces soldats lutteraient à leur côté pendant des années. Ils gagneraient leur confiance, et le moment venu, ils les trahiraient sans hésiter. Quelques semaines plus tard, Plagueis est convié à un événement organisé pour l'Arche Hill, une sorte de cérémonie secrète réunissant certaines élites du monde politique et économique. Mais cette nuit-là, c'est l'horreur qui les attendait. Ils sont trahis par certains de leurs confrères qui commencent par décapiter l'invité d'honneur du jour avant de s'en prendre au reste des membres du culte secret. Si bien que très vite, il ne reste plus que Plagueis et son droïde encore en vie. Mais l'attaque brutale a sévèrement blessé le Seigneur Sith, dont la trachée a été endommagée. Cela devient donc un combat contre la mort elle-même. Le Moon doit utiliser la force pour empêcher son corps et son esprit de s'évanouir, mais également pour se défendre et riposter face à des dizaines d'assassins. Fort heureusement, il est vite rejoint par son apprenti ainsi que l'un de ses laquais à son service, ce qui lui permet de s'en sortir en vie. Mais difficilement. Plagueis reste marqué physiquement et psychologiquement par cette tentative d'assassinat à son égard. Une partie conséquente du bas de son visage a été arrachée, l'obligeant désormais à porter un masque pour respirer. Cet acte ne pouvait que pousser Plagueis à accentuer sa concentration et ses efforts sur le projet qu'il mène en secret. Et un beau jour, il décide enfin de convoquer son élève sur Abora pour tout lui révéler. Lui révéler qu'il travaille sur la manipulation des midi-chloriens, et donc de la vie. Un projet difficile, terriblement difficile, mais il allait y parvenir. Quand bien même ce projet lui prendrait des années. Mais durant ce laps de temps, ce serait à Sidious de poursuivre le grand plan des Sith d'un point de vue politique. Il aurait les mains libres pour agir, tandis que Plagueis s'affairerait à percer les secrets de l'immortalité. Chacun avait désormais sa propre mission. C'est au cours de cette période que Sidious rencontrerait une certaine sorcière de Dathomir qui lui confierait un jeune Zabrak qu'il serait à même de former pour mener à bien ses propres missions, un certain Dark Maul. Bien sûr,
Plagueis était au courant de cette affaire et n'hésitait pas de lui-même à surveiller les agissements de cet assassin Sith formé par son propre apprenti. Mais les recherches poursuivaient, les expériences s'enchaînaient. Plagueis se rend même sur Korriban, dans la légendaire vallée des Seigneurs Noirs des Sith, afin de trouver d'éventuelles réponses à ces questions auprès des esprits des anciens Seigneurs Noirs, morts depuis des générations. Mais il ne reçoit aucune réponse, si ce n'est celle du fantôme de Marka Ragnos, qui l'avertit uniquement du fait qu'il ne prend pas la bonne direction pour les Sith. Mais comme souvent, il en faut plus pour effrayer un Seigneur Noir, d'autant plus lorsqu'il est persuadé d'être sur la bonne voie. Enfin, c'est en l'an -42 que Plagueis fait de formidables avancées. Il finit même par délivrer le pauvre Venamis de sa condition en lui offrant enfin le trépas tant attendu. Et alors qu'il lâche son dernier soupir, Plagueis parvient à le réanimer, avant de le tuer et de le ramener, encore et encore, jusqu'à ce que les organes du bis ne finissent par lâcher. Il y était parvenu, et Sidious était venu assister à son triomphe. C'est à ce moment-là que Plagueis et son élève décidèrent de se lancer dans une sorte de méditation de combat dans laquelle ils allaient donner toute leur énergie afin de défier rien de moins que la force elle-même. Et ils y parvinrent. La bascule avait été faite. Les ténèbres avaient pris le dessus. Mais plus impressionnant encore, le Sith, après des mois de travail acharné, était parvenu à faire rajeunir ses propres cellules. Ses cicatrices disparaissaient peu à peu, et sa respiration elle-même semblait s'améliorer. C'était tout son corps qui rajeunissait. Ivre de ce nouveau pouvoir, le Moon décide d'aller plus loin encore et de tenter de créer un être vivant. Mais pas une simple créature. Il fallait que sa création soit sensible à la force. Mais cette fois-ci, il échoue. Et plus étrange encore, la force semble disparaître, comme si elle le fuyait. Et toutes les créatures qu'il avait enfermées dans son laboratoire succombent brutalement après avoir été touchées par d'atroces maladies foudroyantes. Mais Plagueis allait poursuivre ses travaux. Il était convaincu qu'il finirait par parvenir à ses fins. La preuve était là, sous ses yeux, dans son propre taux de midi-chlorien et dans la force qu'il pouvait percevoir chez son élève. À terme, ils pourraient mutuellement se maintenir en vie, et il faudrait, le moment venu, apprendre tout cela à Sidious. Mais en attendant, celui-ci devait se consacrer pleinement à la domination du monde matériel. Cela passe donc par le déclenchement d'un terrible conflit entre les Yin-Shori et les Jedi, qui voient 7 des leurs périr, dont un membre du Conseil. Et mieux encore, c'est toute la crédibilité du chancelier Valorum qui est entachée par cette affaire et qui finirait inévitablement par conduire à de nouvelles élections. Quelque temps plus tard, Plagueis décide qu'il a mené ses recherches à son terme et qu'il est donc temps de se débarrasser de son laboratoire. Assisté par son fidèle droïde, tout l'endroit est détruit. Mais au moment de quitter les lieux, ils sont surpris par une troupe de maraudeurs portant les emblèmes du Soleil Noir, du Bando Gora ou de Gardoula la Hutt, qui font littéralement imploser tout ce qui peut se trouver à la surface. Heureusement, le Sith peut se rendre à l'intérieur du navire d'un certain Jabba le Hutt, qui lui est venu en aide au dernier moment. Plagueis comprend alors qu'Ars Veruna, le régent de Naboo, a décidé de se retourner contre lui et a tenté de l'assassiner. Et là où Palpatine propose plutôt d'envoyer Maul pour accomplir leur vengeance, Plagueis tient à mener cette vendetta personnellement. Il s'infiltre donc au sein de la forteresse de Veruna, et plus précisément dans la chambre de celui-ci, où il peut l'étrangler avec la force, ce qui l'empêche d'appeler à l'aide. Avant de s'amuser à manipuler lentement le moindre des midi-chloriens de sa victime, afin de l'assassiner le plus lentement possible. Finalement, la mort du souverain ne fait que renforcer les ardeurs de la Fédération du Commerce, qui accepte enfin de planifier un blocus au-dessus de Naboo
conformément au grand plan des Sith. Mais avant cela, les Seigneurs Noirs devraient encore s'assurer de certains préparatifs. C'est ainsi par exemple que Plagueis ordonne aux usines du conglomérat Bactoïde et du Techno-Syndicat d'être relocalisées sur Geonosis. Cela fait, le blocus de Nut Gunray peut être déployé. La République est dès lors avertie que quiconque tenterait de forcer le blocus serait condamné à devoir affronter une force de frappe mortelle. Le chancelier Valorum n'a pas d'autre choix que de consulter le Haut Conseil Jedi pour tenter de résoudre cette crise, et c'est ainsi que Qui-Gon Jinn et son apprenti, Obi-Wan Kenobi, sont désignés comme ambassadeurs de la République pour trouver une solution qui surprend les deux seigneurs Sith, qui ne s'attendaient pas à ce que le chancelier fasse appel aux Jedi après les scandales récents qui les avaient mis en scène. En réponse à ces ambassadeurs, Sidious et Plagueis accélèrent leur plan. Maul est déployé sur place pour s'occuper des Jedi et superviser l'invasion de la planète. Et pour ce qui concerne le cas de la jeune reine de Naboo, Palpatine est persuadé qu'elle signera le traité rapidement par crainte de voir son peuple souffrir inutilement. Malheureusement, il ne pouvait pas se douter que celle-ci ferait preuve d'un tel esprit de résistance. De son côté, Plagueis organise une nouvelle entrevue avec le Jedi Sifo Dyas, dont les inquiétudes concernant la situation galactique et l'avenir de celle-ci étaient toujours plus fortes. Dès lors, il n'en faut pas plus pour que le Sith avance ses pions en persuadant le Jedi d'agir et de commander cette armée de clones qu'ils avaient déjà pu évoquer ensemble il y a de ça quelques années, et qu'ils n'avaient pas à se soucier du financement de celle-ci, car Damask Holdings se porterait garant de tous les frais engendrés par cette commande. Au terme de leur discussion, le Jedi est pleinement convaincu qu'il est tenu d'agir. Son devoir lui ordonne. Il peut encore sauver la République car il n'est pas trop tard. Alors il promet de réfléchir sérieusement à l'offre qui lui a été faite. C'est également au cours de cette crise que Plagueis et Palpatine font la découverte d'un étrange jeune homme, un dénommé Anakin Skywalker, que Qui-Gon Jinn aurait ramené avec lui après l'avoir découvert sur le monde reculé de Tatooine. Une fois mis face aux faits accomplis, l'esprit de Plagueis sursaute. Il a compris. Et pourtant, c'est inconcevable. Depuis des années, il attribue chacun de ses échecs à une riposte de la Force elle-même qui tenterait vainement de lui mettre des bâtons dans les roues pour l'empêcher de progresser. Mais et si ces actes contre nature étaient allés aussi loin? Vraiment? Est-ce qu'il serait allé si loin dans l'exploration de la Force et la manipulation de celle-ci qu'elle aurait pu réagir et riposter au point de créer un être suprême, un champion de la lumière destiné à la venger et donc à les détruire, lui et Sidious? Pris par la panique, Plagueis se précipite dans les appartements de la reine. Il doit rencontrer ce jeune homme. Il ne peut pas laisser Qui-Gon le prendre sous son aile. Malheureusement, il arrive trop tard. Ils sont déjà partis. Plagueis a juste le temps de le voir au loin, sur la plateforme de décollage de laquelle il s'apprête à partir, alors qu'il est accompagné par Qui-Gon Jinn. C'est alors que Plagueis est en proie à une vision de la Force, quelque chose qui ne s'était pas produit depuis des années. Il peut ainsi voir d'intenses batailles dans l'espace, des sabres laser qui s'entrechoquent, et finalement, un homme dans une armure noire qui s'élève. Il ne comprend pas ce qu'il vient de voir, il est submergé par ses émotions. Et le temps de revenir à la réalité, le vaisseau Naboo a d'ores et déjà disparu. À n'en point douter, ce garçon changerait complètement l'histoire de la galaxie. Le seul espoir des Sith résidait désormais dans les compétences de Maul, l'apprenti, le guerrier, l'assassin, le myrmidon de Palpatine devait absolument parvenir à éliminer Qui-Gon Jinn. Le Jedi était la clé. Sans lui, les Sith auraient encore une chance de parvenir à leur fin. Mais dans le même temps, et malgré l'appréhension évidente qui pouvait occuper son esprit, Plagueis décide d'aller soutenir son élève, qui est alors en tête des prédictions concernant l'élection à la chancellerie suprême de la République. Les Sith allaient enfin obtenir leur triomphe tant attendu.
Et pour fêter cela, et surtout pour répéter son futur discours de victoire, les deux Sith se rendent dans l'un de leurs appartements où le Moon peut enfin se laisser aller. Il ordonne à son droïde de leur servir du bon vin sulustéen, un vrai millésime dit-on. Et alors que les heures passent, les bouteilles s'enchaînent sans discontinuer, si bien que le sommeil finit presque par rattraper Plagueis. Et alors que celui-ci s'effondre, son élève décide de quitter les lieux. Il n'en revenait pas. Après un millénaire de complot, les Sith allaient enfin avoir leur revanche. Quel soulagement! Mais alors qu'il arrive à la porte qui mène au couloir de sortie, Palpatine se retourne. Il voit son maître, endormi, à sa merci. Est-ce qu'il devrait? Non. Mais il convoque tout de même la force, et celle-ci lui envoie un message clair. L'élection est assurée, les gardes ne sont plus là, Plagueis est endormi, sans défense. Et avec une rapidité déconcertante, ce sont des éclairs qui jaillissent des doigts de l'humain avant d'atteindre le corps du Moon, dont les yeux s'ouvrent brutalement. En sursaut, la force se rassemble autour de lui comme une tempête, mais pas pour se défendre. Plagueis se contente simplement de regarder son élève droit dans les yeux, afin que celui-ci comprenne bien qu'il le mettait au défi. Le Seigneur Noir des Sith était persuadé qu'on ne pouvait pas le tuer, et même s'il suffoquait lentement, celui-ci semblait comme mener une expérience sur lui-même, comme s'il appelait la mort de ses propres vœux afin de la remettre à sa place. Est-ce que Plagueis se croyait sincèrement immortel? Dans tous les cas, Palpatine laisse désormais libre cours à sa colère, invectivant et se moquant de son maître alors que celui-ci faisait l'effort de s'accrocher à la vie. Lui qui l'avait entraîné, et pour ça il le remerciait. Mais quelle erreur il avait commis! En formant Palpatine, il s'était lui-même condamné. Alors il était désormais temps de vivre ce que toutes les créatures du laboratoire du Moon avaient pu supporter. Être tué, encore et encore, puis être ramené, mais ce n'était que des jouets. Cette fois-ci, le défi était réellement important. Mais étranglés et assaillis par des éclairs, les midi-chloriens de Plagueis peinent à obéir à sa volonté. Sidious pourrait sûrement encore le sauver s'il le souhaitait, mais il n'en ferait rien. Il voulait juste amener son maître au seuil de la mort et avoir la satisfaction de donner l'impulsion qui le ferait basculer de l'autre côté. C'est alors que l'apprenti révèle enfin la triste vérité à son maître, que cela fait des années qu'il a obscurci son esprit, qu'il n'a jamais souhaité partager le trône. Il avait simplement besoin d'apprendre les ultimes secrets de Plagueis. Mais pire encore, toutes les idées que son maître avait cru avoir de lui-même, concernant les Yin-Shori, l'armée de clones ou le cas de Dooku, tous ces éléments avaient été instillés et suggérés à son esprit par son élève. Plagueis était sur le point de mourir. Palpatine le sentait. Alors il en profite pour ajouter quelques mots à sa tirade. Quelques mots pour remercier son maître de l'avoir conduit à ce niveau de puissance. Le remercier d'avoir fait jouer tous ses contacts pour que Palpatine soit élu à la chancellerie. Il n'aurait jamais pu réussir sans l'influence d'Ego Damask. Mais maintenant que la course était terminée et qu'il allait la remporter, il n'avait pas besoin d'un co-chancelier. Sa présence à ses côtés ne ferait que compliquer les choses, et ses conseils ne lui apporteraient rien. Non, mieux valait se débarrasser de lui. Après tout, il avait encore Maul pour exécuter les tâches de basse besogne. Mais il ne fallait pas s'inquiéter. Lui, Palpatine, serait bel et bien nommé empereur. Les Sith auraient leur revanche. Puis, Plagueis glisse sur le sol, définitivement. Sidious s'avance alors pour examiner le cadavre de celui qui avait été son maître, et après un long moment, il se laisse gagner par un sentiment d'allégresse qui n'est que de courte durée. Un élément mystérieux obscurcissait son triomphe, mais il ignorait quoi, comme un vague pressentiment d'un pouvoir plus grand que le sien. Est-ce qu'il s'agissait de Plagueis
qui atteignait enfin les profondeurs de la mort? Ou était-ce une simple conséquence de l'apothéose? La mort de Pléguis et celle de Maul avaient eu lieu simultanément. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. C'était la volonté même du côté obscur de la Force. Palpatine était désormais l'unique Seigneur Noir des Sith de la galaxie. La Force en avait décidé ainsi. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Ça faisait longtemps que je ne vous avais pas proposé ce genre de contenu où je vous raconte simplement toute la vie d'un personnage. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des recommandations à me faire pour m'améliorer, elles sont les bienvenues. Et n'hésitez pas aussi à me proposer des personnages dont vous aimeriez connaître l'histoire en entier. En attendant, il ne me reste plus qu'à remercier toutes les personnes qui me soutiennent, ce que vous pouvez faire vous aussi, notamment sur Tipeee. Les liens sont dans la description. Et enfin, je n'ai plus qu'à vous dire de mon côté à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!